Well, welcome to the... Bienvenue à ce volet qui portera sur la culture du pouvoir et de la politique. Question, comment obtenir des résultats? Parfois, moi, j'ai du mal à obtenir des résultats. Je vais d'abord me présenter. Je suis Jane Tabor. Je suis analyste politique principale au Globe and Mail. Ici, c'est bien mieux qu'au Parlement. Je suis co-présentatrice de Question Period à CTV. Je couvre la colline depuis 1986. Je vois que beaucoup de femmes essaient de mener leur combat dans ce climat rempli de testostérone. Et je vais présenter les membres. L'honorable Janet Acker, on sait qu'elle a été ministre des Finances, un rôle non traditionnel pour les femmes. Et maintenant, Janet est présidente de l'Alliance des services financiers de Toronto. Donc, qu'on pense simplement à la question de la fusion du Toronto Stock Exchange. Ensuite, Patty Ducharme, vice-présidente à l'Alliance de la fonction publique du Canada, poste qui n'est habituellement pas confié à une femme. Ensuite, nous avons l'honorable Jane Augustin. Elle a été membre du député. Elle est maintenant commissaire à l'équité de l'Ontario. Oui. Donc, je veux commencer par... Ah, Mary Wilson, excusez-moi. Oui, elle est parmi nous. Je me demandais pourquoi vous me faisiez signe. Mary Wilson est commissaire au témoignage, à la Commission de témoignage et réconciliation Canada. On va traiter des défis auxquels les femmes font face dans des environnements habituellement occupés par des hommes. Je veux que vous me racontiez comment vous avez remporté vos victoires, comment vous y êtes prise. Alors, Mary, quelle a été votre principale réussite dans votre travail? Comment y êtes-vous parvenue? D'abord, bonjour. Dans une conférence sur les femmes, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps. Donc, pour ce qui est de la Commission témoignage et réconciliation au Canada, je dirais que ma percée ou ma réussite n'était pas la mienne en réalité, mais c'était la réussite des peuples autochtones très courageux du Canada qui ont décidé de lancer la plus vaste poursuite collective au Canada pour s'en prendre au gouvernement fédéral et aux églises et donner lieu à la création d'une occasion unique au Canada, la création de la dans le monde occidental qui a été créée en raison de la maltraitance à l'endroit d'enfants de groupes ethniques après, non pas une guerre, mais après que ces enfants aient été retirés de leur famille pour être placés dans des orphelinats où ces enfants ont été très souvent, trop souvent, comme le travail de notre commission l'a montré dans les dernières années, ils ont été oubliés et confiés à des soins qui étaient en deçà des soins acceptables. Pour revenir à votre question, cette réussite n'a pas été la mienne. Moi qui compte avec deux autres commissaires, nous sommes membres de cette commission et nous avons brisé l'amnésie collective du pays et
l'apathie de notre nation face à ce pan de l'histoire canadienne. Ça a toujours fait partie de notre histoire, mais on a décidé de ne pas en parler dans les écoles et de marginaliser cette question. Notre réussite sera quand cette question sera perçue comme une question canadienne. Ces événements sont survenus à une époque où le monde était dominé par les hommes. On vit avec les conséquences de cette histoire. Maintenant, grâce au courage de tous, nous avons l'occasion d'apprendre de cette histoire et de décider comment nous voulons vivre notre partenariat dans l'esprit de la Constitution qui montre qu'on a 3 peuples fondateurs. Merci beaucoup. Janet Ecker, quelle est votre principale réussite politiquement parlant? Merci. Le microphone. Félicitations à voix égales pour ce 10e anniversaire. Ceux qui étaient là il y a 10 ans ne prévoyaient pas qu'on fêterait ce 10e anniversaire dans ce cadre national de cette façon. Mais autre chose qui m'a frappé quand je suis arrivée cet après-midi, et je l'ai mentionné à Donna, c'est que je ne connais personne dans cette salle. C'est vraiment fantastique. Ce qui veut dire qu'on a de nouveaux visages, des personnes qui sont intéressées au processus politique. Et deuxièmement, c'est tellement fantastique de voir qu'il y a tellement d'entre vous qui êtes bien plus jeunes que moi. Si on fait référence à des choses que vous ne connaissez pas, eh bien, levez la main et on tâchera de l'expliquer. Mais je pense que il n'y a rien de mieux pour à voix égale que d'accueillir des jeunes personnes qui veulent entrer dans l'arène politique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je pourrais mentionner bien d'autres choses, mais j'ai eu une vie en dehors de la politique et vous parlez de comment on peut apporter des changements dans la politique, mais c'est important aussi hors de la politique. J'ai travaillé au Collège des médecins en Ontario à une époque où nous avons pu traiter de la question des abus sexuels par des médecins. C'était donc un défi semblable, quoique différent. Donc, il a fallu des gens braves qui prennent la parole et qui dénoncent un système qui était résistant à admettre même qu'il y avait un problème et qui accepte de faire face au problème. Et nous avons donc bouleversé la structure réglementaire grâce à ces gens courageux. Le problème, bien sûr, persiste, mais on l'a mis au grand jour. Deuxièmement, en Ontario, nous avons un nouveau programme de soutien pour les gens qui ont un handicap et qui doivent compter sur l'aide gouvernementale pour assurer leur subsistance ou leurs revenus. Auparavant, ils ne pouvaient que s'adresser au bien-être social. Et ce programme ne s'adressait pas aux personnes handicapées qui avaient besoin d'aide pour le reste de leur vie. Il s'agit d'une nouvelle mesure législative et ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a fait avec un soutien multipartite, donc non partisan. C'est une des leçons que j'ai apprises et dont je serais heureuse de parler. Je suis heureuse d'être entourée de toutes ces personnalités distinguées pour traiter de ces questions qui nous intéressent. Quand je suis devenue syndicaliste, je
j'avais travaillé pour le gouvernement fédéral pendant 5 ans dans un cadre très masculin, des agents des douanes. Ça, c'était avant qu'on les dote de fusils. J'ai eu le bonheur de travailler à la toute première conférence des femmes que l'Alliance de la fonction publique avait tenue pour ses membres. Fait intéressant, à cette conférence nationale des femmes, le tiers, sinon la moitié des délégués étaient des hommes et le reste était constitué de femmes. Et je me souviens que j'étais dans la confusion face à cela. Et je demandais à quelqu'un à ma table, je demandais à cet homme pourquoi il était à la conférence nationale des femmes. Et il m'a dit, c'est parce qu'il voulait apprendre sur la situation des femmes et les questions qui les intéressaient. J'étais certainement naïve à cette époque. J'étais une jeune travailleuse, oui, et assez naïve. Et je me souviens de lui avoir dit, est-ce que vous n'avez pas des sœurs, une mère, une fille, une épouse, auxquelles vous pouvez parler sur les questions qui intéressent les femmes? Pourquoi est-ce que vous venez ici pour vous informer? Donc, à cette conférence, j'ai rencontré des féministes un peu enragées de Vancouver. Et je viens de la côte ouest et je me demande pourquoi ils étaient tellement enragés. Moi, je travaillais dans un milieu syndiqué et j'estimais que j'étais une jeune travailleuse très privilégiée. Et j'ai commencé à apprendre de mes sœurs, mes mentors féministes, et j'ai appris que les questions qui intéressent les femmes, les programmes féministes n'étaient pas nécessairement le même que le programme syndical. Donc, égalité pour les femmes, égalité pour tous. Et je me suis mise à participer. J'ai beaucoup participé à la lutte pour l'équité salariale. Pour vous qui êtes plus jeunes, mon syndicat, l'Alliance de la fonction publique du Canada, a remporté un cas de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement fédéral pour inéquité salariale. Ça a été une très grande victoire. C'est une victoire qu'on a remportée avec nos membres. Ça a été remporté par l'opinion publique. Ça a été remporté par nos membres qui se sont mobilisés et qui se sont radicalisés, et qui ont fait toutes sortes de choses folles comme occuper le bureau du ministre responsable de la condition féminine, des ventes de hot dogs. 65 cents. On a eu des sessions sur l'équité salariale à bord des avions où le gouvernement de l'époque et leur caucus provincial allaient rencontrer des gens et on était à bord faisant des colloques sur l'équité salariale avec l'accord des agents de bord qui menaient leur propre combat. Nous avons remporté cette victoire qui a coûté quelques 3 milliards de dollars au gouvernement du Canada pour essayer de faire en sorte que l'égalité économique des femmes se perpétue dans l'avenir. C'était une grande victoire. C'est la plus grande victoire que j'ai connue. C'était vraiment formidable de faire en sorte que le programme féministe et le programme de défense des droits et de l'égalité soient reconnus. C'était très difficile et on a ainsi reconnu que l'individu a un pouvoir et qu'il faut en arriver à un consensus dans le collectif pour qu'on prenne les mesures pour apporter les changements voulus. Nous avons vu une érosion de nos droits depuis cette grande victoire et il subsiste un cas contre le gouvernement qui remonte à 27 ans et j'espère en tant que vice-présidente nationale que je serai toujours en poste quand nous célébrerons notre victoire contre Poste Canada. Thank you very much, Patty. Jean. Merci beaucoup, Patty. Jean.
Je suis très très heureuse à participer sur ce groupe, le panel, avec un groupe que j'admire beaucoup, les gens que j'observe depuis très longtemps. Je peux aussi féliciter à voix égale. Nous voyons ici, dans cette pièce, dans cette salle, ce que j'aurais bien aimé voir de ceux qui rêvent à s'embarquer en politique. Lorsqu'on a communiqué avec moi pour me présenter, j'avais pas de modèle, j'avais pas de mentor, j'avais personne pour me parrainer ou m'aider ou me guider quoi faire. Il y avait tout simplement les règles du groupe. Je suis qui je suis, j'étais enseignante, et je n'étais pas à changer mon look ou ma façon de faire parce que je m'embarquais en politique. J'ai continué à porter, j'ai pas changé ma tenue vestimentaire, j'ai dit des choses qui étaient peut-être, qui mettaient les gens un petit peu mal à l'aise. Les adversaires, je les ai invités à prendre un café ensemble. Je leur ai dit que ma politique ne serait pas litigieuse, adversariale, et si on était là pour débattre et discuter, c'était là pour débattre et discuter les questions de fond et pas pour les différences de personnalité. Mes conseillers m'ont donné évidemment des conseils. Ils m'ont dit de faire ce qu'ils me sentaient confortable. Je parlais de choses que je n'aurais pas dû discuter quand je faisais du porte-à-porte, quand je menais une campagne. Je veux voir tout le monde, tout le monde. Je veux pas que ce soit tout simplement des gens de couleur ou seulement des femmes. Ou... Non, je veux voir tout le monde. Tout le monde qui vit dans mon comté, je veux les voir. Je me suis adressé à la question de ma vie privée. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je veux pas que ça soit examiné à tout bout de champ, dans les journaux, etc. Je refusais à répondre à des questions qui allaient creuser dans ma vie intérieure ou questions sur mes enfants, sur mon conjoint. J'ai dressé des limites et voilà, il faut respecter ces limites. En même temps, je savais qu'il resterait quand même des défis. Défis pour une femme de couleur qui se lance en politique. Le grand défi, c'est de se faire élire. Hein, vous savez, là, il y a des gens qui m'ont écrit de prison, ils ont parlé de profil racial, ils m'ont parlé de toutes sortes de choses. J'ai reçu d'excellentes lettres et de correspondances. Les gens disaient à chaque fois que je te vois accompagné de M. Chrétien, j'appelle mes petits-enfants, je dis écoutez, là, fais tes études et finis, fais bien ça et tu pourrais aboutir comme ça. Au sein du caucus, si je me lève pas à discuter et défendre les intérêts des communautés minoritaires, des communautés marginales, il n'y aura personne d'autre pour parler à leur nom. Alors parfois, et à la même fois d'ailleurs, j'étais obligé d'équilibrer cela avec cette notion de « ah ben voilà, elle recommence ». Elle a son dada, son cheval de bataille et c'est tout qui lui intéresse. Je voulais éviter ce genre de choses. Vous pouvez aussi compter de vos accomplissements et de vous vanter un peu. Je regarde ici les gens et
On voit qui veut se présenter, ils ont la confiance, l'assurance d'aller de l'avant. Cette confiance en soi, cette assurance inspire aussi les autres. Ça établit un certain modèle et une marque, un point de repère pour les autres. Merci beaucoup, Jane. Ce qui me surprend évidemment de tous ces récits, ces histoires, il n'y a pas tellement longtemps que ces accomplissements se faisaient. Le simple fait qu'une femme pouvait franchir le secteur de la politique, c'était quelque chose, mais une femme de couleur en plus, ça c'était exceptionnel. J'aimerais aussi parler des défis. Muriel, vous avez parlé de la bureaucratie, la phallocratie, que c'était très difficile lorsqu'on discutait des questions autochtones. Voulez-vous nous parler un peu des défis, à savoir comment le sexe a joué un rôle important et significatif dans tout cela? Je suis de Yellowknife, TNO. Nous avons entendu une véritable femme de valeur forte ce matin. On va aussi parler de Nellie Cournoyer qu'on va fêter ce soir. C'était une femme qui a eu beaucoup d'accomplissements, premier ministre du territoire. Le système de gouvernement n'est pas le même modèle. C'est un modèle de consensus. Ce n'est pas majoritaire, c'est pas partisan. C'est fascinant, c'est mal connu de la part des autres Canadiens. Et c'est peut-être quelque chose, un modèle duquel on peut tirer une certaine inspiration ou même des leçons. C'est un modèle différent. On n'a pas besoin de jouer à la politique comme on fait aux États-Unis, au Canada, au fédéral, au provincial. C'est un autre modèle. Je vous le dis parce que ça nous oblige à trouver un consensus. Autrement, on n'avance pas. Ce qui est bien, c'est que le Conseil des ministres est toujours dans une situation minoritaire. Et je ne veux pas dire minorité partisane. On ne peut pas arriver à accomplir ce qu'on veut accomplir si on n'a pas vraiment communiqué, consulté, etc. largement. Suppose qu'il y en ait de la commission de réconciliation, de vérité. La lutte, ce n'est pas une question d'homme contre femme ou femme contre homme. C'est tout simplement une question de l'important dans toute cette question du pensionnat de ces écoles soi-disant résidentielles, c'était le fait qu'on a complètement démantelé la famille nucléaire chez nos peuples. Moi, quand j'étais jeune, je voyais que pour ma maman, son travail, sa vocation dans la vie, c'était d'élever sa famille. Ceux qui ont fait le pensionnat ont vu les liens avec leur famille complètement rompus. Et les séquelles de tout cela, le prix qu'on a payé, était dans la transmission de la culture. Je sais que je ne réponds pas à ta question directement, Jane, mais je réfléchis toujours à ce qui a été discuté ce matin. Quelles sont les valeurs, les attributs, les situations qui permettent à une personne d'avancer? Et on a dit que si vous voulez jouer dans l'arène politique, il faut de l'argent. Et vous voyez, le taux de pauvreté est le plus élevé dans les peuples autochtones au Canada, comparé aux autres. On veut renforcer nos collectivités, nos communautés. Nous, on a fractionné nos collectivités. On a enlevé les enfants, on les a mis ailleurs. Et le travail de rebâtir et de reconstituer maintenant nos communautés, c'est un travail de taille. On a dit qu'il faut avoir la confiance en soi. Ça fait rien si on est homme ou femme. Ça, c'est générationnel.
On nous a dit pendant des années que vos parents sont des sauvages, votre culture vaut rien, il faut vous adapter au mode de vie du blanc. Voilà les messages qui nous ont été transmis. Peut-être, lorsqu'on parle du dossier autochtone, la question de la parité entre les sexes n'est pas nécessairement une question d'homme contre femme, comme je disais tantôt, mais c'est une question d'avoir une voix égale dans le contexte de la loi sur les Indiens que j'ai mentionné ce matin. Je ne suis pas moi-même autochtone, je ne suis pas issu d'une Première Nation. Mais je suis marié à une personne autochtone. J'ai été adopté depuis une trentaine d'années par la communauté, la collectivité. Il est important pour que tous les Canadiens savent tout comme on abandonne les femmes à se défendre seules, ils n'ont pas une grosse voix. Ou si on dit d'enfants, pauvreté chez les enfants, que ça appartient à toute la société. C'est pas que la mère qui en est responsable. Il faut arrêter d'isoler les gens. Il faut essayer de regrouper les gens. Je connais beaucoup d'hommes qui partagent ces valeurs, qu'ils veulent voir une unité, une certaine solidarité, un certain consensus. Bon, on a parlé d'argent, là. Vous avez mentionné l'argent. On va parler à Janet. On n'a pas vu encore un ministre des Finances, peut-être au niveau provincial, mais au fédéral, pas encore. J'avais toujours, disons, un peu d'ambivalence que j'étais la première femme en Ontario de livrer et déposer un budget. J'étais un petit peu gêné du fait qu'en 2002, et jamais avant moi, il y avait une femme qui était ministre des Finances. C'était presque gênant. J'étais deuxième en faire en Ontario. La première était une femme qui s'appelait Betty Stevenson, qui était pionnière dans plusieurs domaines, y inclut la médecine. C'était la première ministre des Finances en Ontario, pour un gouvernement minoritaire à part cela. Mais le gouvernement a été défait avant qu'elle puisse déposer son premier budget. Voilà. Bon, quelques observations. On parle de testostérone, on parle de phallocratie, on parle de patriarchie. Tout cela est... C'est vrai, ça existe. Mais n'avez pas quand même peur de cela. Ça ne devrait pas servir comme une béquille ou une excuse. Est-ce que ça nous pose des obstacles? Oui, ça peut être un obstacle, mais c'est pas nécessairement un empêchement. C'est pas nécessairement un empêchement. Quiconque veut se lancer en politique, blanc, noir, homme, femme, riche, pauvre, fait face à des obstacles. Et si on veut surmonter, on peut surmonter. Une façon de faire, c'est en créant des réseaux, de bâtir des relations avec nos associés, nos collègues de travail, nos pairs. On ne peut jamais agir seul en politique. Un gouvernement minoritaire, c'en est l'exemple par excellence. Un gouvernement doit avoir beaucoup de pouvoir. Oui, mais dans une situation de gouvernement minoritaire, il faut vraiment y aller doucement. Ça devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, avec la polarisation, avec la partisanerie, les femmes sont mieux, plus compétentes lorsqu'on parle de réseautage, de tendre la main, de communiquer. Parmi les accomplissements dont je suis le plus fier et sur lesquels je peux compter, c'est grâce à ces responsabilités. J'ai pu obtenir et convaincre mes collègues ministres ou obtenir l'appui du Premier ministre, vos collègues de l'autre côté de l'allée, peut-être certains partisans ou participants qui n'aimaient pas trop votre gouvernement, votre couleur politique.
Il fallait les convaincre que c'était pour leur bien d'épauler telle et telle politique ou s'attaquer à tel problème. Alors c'est une question d'établir des relations, de créer des réseaux, de créer une trame d'entraide. Alors c'est pour ça que lorsqu'il y a évidemment des concours très chauds et animés pour contester la chefferie ou la candidature par exemple, bien écoutez, ça nous permet aussi d'établir des contacts. On a toujours besoin de ces relations. Et ministre de Finances, le poste de ministre de Finances, c'est probablement le numéro 2 dans un gouvernement, après le premier ministre. Mais on ne peut pas tout obtenir sans consulter, sans négocier, sans coup de compromis auprès de ses collègues. Un autre élément assez important, et Marie est là pour nous en parler d'ailleurs, de ce que la commission de réconciliation, une des leçons les plus importantes qu'on peut tirer lorsque nous essayons d'obtenir quelque chose du gouvernement, ou même si vous êtes au pouvoir avec le gouvernement, c'est la loi des répercussions imprévisibles. On se dit, bon, oh mon Dieu, c'était horrible le gouvernement à cette époque-là de faire ces choses-là au peuple autochtone. À cette époque historique, ces gens étaient quand même bien intentionnés. Leur motivation était que la plus honnête et la plus pure. Mais nous voilà 100 ans plus tard et on se dit, oh, c'est affreux. Il y a des centaines d'exemples semblables, heureusement pas aussi fracassantes, mais à chaque fois qu'un gouvernement prend une décision, adopte une politique, agit, il y aura toujours des répercussions et des séquelles imprévisibles et inattendues. Vous croyez peut-être avoir raison aujourd'hui, mais peut-être dans un avenir rapproché ou un avenir assez lointain, on va démontrer le contraire, que vous avez eu tort. Alors, soyez prudents. Il faut évidemment croire à ce qu'on fait, mais il ne faut pas y tenir mordicus de façon idéologique, autrement, c'est pas toujours bon. Et ça, il faut s'en rappeler. Le compromis est un élément essentiel à la politique. Il faut être en mesure d'apporter des modifications, de plier un peu et de... Vous parlez d'expérience, il y a quelque chose qui est venu revenir vous donner un coup de coude. Non, c'est un témoignage. J'ai vu ça dans des contextes politiques, dans des contextes non politiques. Méfiez-vous de ce que vous cherchez faire parce que on ne sait jamais. Bon, écoutez, les gens aiment bien parler un petit peu de 2008, là, où le système financier s'est écroulé, ou presque effondré. Pourquoi? Parce que c'était la bourse et ses boursicoteurs avares et méchants. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'était une politique gouvernementale de la droite et de la gauche, démocrate et républicain, qui ont dit on veut que chacun soit logé dans ce pays, riche et pauvre. À la droite, on disait écoutez, si vous êtes propriétaire, vous êtes bon bourgeois, contribuable. Alors, on établit, à la gauche, à la droite, on établit des politiques et des règles qui permettaient de prêter de l'argent aux gens qui n'étaient pas de fiables créanciers. Tout simplement. Ça, c'est la politique gouvernementale officielle qui a mené à cela. Des politiciens motivés avec toutes les bonnes intentions du monde, mais le système s'est presque écoulé. Hein? Merci beaucoup. Patty, vous avez parlé d'un dossier qui remonte à 27 ans, qui n'est pas encore réglé, une litige devant les tribunaux ou quoi?
Pour donner suite un petit peu, consensus et réseautage, oui, le consensus est absolument essentiel. C'est essentiel à ce que nous faisons comme syndicalistes, comme le mouvement ouvrier. C'est pas facile. Trouver des collaborateurs, identifier un homologue de l'autre côté est parfois très difficile. Point de vue du genre, on n'est pas obligé de le faire comme ça a toujours été fait. On n'a pas besoin d'agir comme des hommes. Moi, je m'appelle pas Daryl Bean. Non, j'aime bien Daryl. C'est un bon gars, c'est un chic type. Mais moi, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, c'est pas ma façon de faire. À titre de femme, j'ai mon groupe d'amis à qui je fais confiance et à qui je vais demander qu'est-ce qu'ils pensent. Lorsqu'il y a quelque chose qui me chicote, je peux m'adresser avec certaines de mes confidentes et on peut discuter du pour et du contre de diverses questions, sans gêne, sans honte, tout franchement, et d'arriver à une décision raisonnée. Ça, c'est le stéréotypage à son pire. Avec certains des hommes que je travaille, ils vont dire n'importe quoi de façon tout à fait spontanée, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent en tout temps, sans réfléchir. C'est réflexif. Ils ne veulent pas vraiment prendre le temps d'analyser une situation pour voir quelles en seront les répercussions, disons, sur la collectivité ou sur certains groupes de travailleurs ou travailleuses. Il faut être courageuse. Comme femme, il faut être courageuse. Il faut être en mesure d'aller dans la fosse aux lions de façon calme. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous avez la trouille. Il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas s'énerver. Il faut y aller avec un peu d'aplomb, avec un peu de calme. Si vous voulez que les gens vous écoutent, vous croient et vous font confiance, il faut quand même donner l'image de quelqu'un qui est complètement confiante en soi. Bon, je me préparais pour aller à une audience. Et je me sentais complètement surmonté par la situation. Je disais à ce type, aïe, j'ai été un arbitrage cette semaine, je me sens complètement à côté de la plaque, vraiment mal. J'arrive à mon travail le lendemain matin, il y avait un beau cadeau à l'intérieur, une belle boîte à cadeaux, bien emballée et tout, et il y avait un petit poisson bleu dedans. Elle a dit, une petite affaire gonflable. Et bon, ben, il dit, fais de même, présente-toi comme il faut, et puis personne ne va le savoir que tu as peur. J'ai déjà discuté avec Jean, d'ailleurs, à propos de mise en candidature. Vous étiez une de ces personnes qui a été nommée par Jean Chrétien comme candidate dans votre comté. Il y avait beaucoup de controverses à cette époque. 93, Chrétien était en opposition. Parce qu'on disait ces candidates avaient été parachutés. Quel était votre sentiment? Est-ce que vous vous sentiez coupable? Est-ce que vous vous sentiez à la défensive? Il y avait des critiques. Oui, on a énormément critiqué cela. Et ça m'a suivi tout le long de ma campagne électorale. Mais c'est probablement la meilleure chose jamais qui s'avait produit. Non seulement pour moi, évidemment. En 93, j'étais la première Canadienne noire nommée candidate et élue au Parlement canadien. Ce matin, on a entendu un petit peu de qu'est-ce que c'est. J'étais très occupé, j'avais ma carrière et ma vie. Je n'étais pas partisane d'aucun regroupement politique particulier.
ça aurait été pour moi très difficile d'aller chercher un formulaire de mise en candidature, de trouver des signatures et de suivre la piste conventionnelle, trouver des centaines, de vendre des centaines de cartes de membres. J'avais aucune chance à gagner de cette façon-là. Si c'était, vous savez, une campagne traditionnelle, je suis convaincu que je n'aurais jamais pu réussir. Mais les chrétiens, n'oublions pas, à l'époque, avaient nommé des gens, une douzaine de personnes, pas uniquement des femmes. Je pense que M. Eglinton à Toronto, il y en avait d'autres ailleurs dans le pays, qui ont été nommés par le chef du parti, quoi. C'était pas idéal, c'était peut-être moins que 100% démocratique, perçu comme ça au moins. Même pour les adeptes du Parti libéral, moi je croyais que j'aurais quand même gagné l'appui des femmes, mais les gens me craignaient un petit peu. On disait oui, mais candidate parachutée, vous savez, j'ai gagné avec plus de 15 000 voix, et comme on pourra vous dire, j'ai ramassé toutes les voix des femmes, non seulement libérale, mais néo-démocrate. J'étais militante, j'étais directrice d'école. On me connaissait quand même dans mon comté. J'étais pas une inconnue absolue d'ailleurs. J'ai eu une couverture médiatique assez importante aussi, merci, grâce à vous, par exemple. Et je ne serais pas ici si ce n'était pas de cette nomination du chef. Alors, est-ce que vous serez d'accord avec ce processus? Est-ce que vous croyez que c'est un processus valable? Il se peut qu'il y a une campagne bientôt, là, on pourrait déclencher, il reste des candidates à nommer. Moi, j'appuierais, oui, franchement, oui. Oui, et surtout de mettre des femmes candidates dans des comtés qui sont gagnables, parce que moi, on m'avait mis dans un comté qui était peut-être un petit peu à risque pour le Parti libéral, hein? Il y avait Patrick Boyer à l'époque, que j'admirais beaucoup, un candidat très fort, mais en même temps, c'est moi qui ai vaincu, hein? C'est moi qui ai gagné. Non, il faut appuyer les femmes et il faut aussi les appuyer en les mettant dans des comtés qui sont gagnables. Vous savez, souvent, on dit souvent qu'on va parachuter une femme dans un comté. Non, j'ai aucun problème. Je trouve tout à fait légitime si le parti offre cette autorité discrétionnaire au chef et qui nomme des candidats. Bon, l'une des questions qui retient beaucoup l'attention à l'heure actuelle sur la colline, c'est la question du discours politique. J'aimerais vous poser la question à vous quatre, et on va commencer par Marie. Quel est le discours dans votre milieu? Comment l'atténuer? Comment s'assurer que le dialogue soit respectueux? Parce que cela décourage les gens de voter. Les Canadiens en ont assez du cirque qu'ils voient lors de la période des questions. Alors, que pouvez-vous faire, que pouvons-nous faire pour veiller à ce que les gens participent au processus et n'en soient pas dégoûtés? Est-ce que vous ne pourriez pas commencer à l'autre bout? Bon, avant de devenir commissaire, moi j'ai passé 25 ans de ma vie au sein de la société Radio-Canada. J'ai été observateur politique pendant longtemps. Alors moi je pense que l'un des grands défis, c'est de se souvenir de ce qui nous a motivés à faire partie du processus. Bon, on entend la phrase suivante: est-ce que c'est possible de remporter la victoire dans cette circonscription où je vais me présenter parce que j'ai des bonnes chances
d'être élu. Oui, mais moi, je me demande toujours, qu'est-ce que vous voulez accomplir? S'agit-il simplement de se faire élire? Et moi, je pense que c'est le discours dans toutes les tribunes politiques, que ce soit à la Chambre des communes ou même dans le processus d'investiture. La question est de savoir que veut-on accomplir? Parce qu'il y a place à une conversation qui ne soit pas axée sur la confrontation. Ce matin, j'ai trouvé le panel très intéressant parce que les gens n'appartenaient pas au même parti politique, mais il y avait un point de vue commun sur la participation des femmes. Nous insistons tant sur ce qui nous distingue au lieu de se demander quels sont les enjeux auxquels notre pays est confronté. La question que j'aimerais poser à toutes les jeunes femmes de la salle, c'est qu'est-ce qui, d'après vous, doit être réparé dans notre pays? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre pays? Qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir une contribution importante? Si la discussion peut se situer à ce niveau, il ne s'agira pas simplement de savoir qui a tort et qui a raison. Janet. Bon, j'aimerais faire quelques observations. Premièrement, la démocratie est censée être un combat d'idées. Des gens qui sont convaincus de leur point de vue, tellement convaincus qu'ils sont prêts à faire campagne, ensuite se présenter pour être élus. Et ce n'est pas pour les personnes qui sont timides. C'est très difficile. Alors, on est censé avoir des opinions. Et l'un des problèmes qui se pose dans notre culture politique, et je ne parle pas simplement de la culture sur la colline parlementaire, mais de la culture des médias, tous les groupes. Bon, il est acceptable que deux personnes n'aient pas les mêmes avis sur une question, mais nous nous retrouvons dans la situation où nous ne voulons pas permettre que qui que ce soit présente un autre point de vue que le nôtre, parce que cela va susciter une controverse ou parce que le point de vue d'une personne s'écarte de ce que je pense être le bon point de vue. Alors, je pense qu'il faut comprendre cela. Parce que les hommes et les femmes politiques représentent une petite culture politique. Évidemment, c'est plus important au niveau politique, mais on ne voit pas ça simplement chez les dirigeants politiques. Il faut se souvenir aussi au sujet du débat politique que si l'on lit le Hansard d'il y a 100 ans, on verra qu'il ne s'agissait pas de discussions oiseuses. À cette époque-là, on ne mâchait pas ses mots. Donc le débat politique n'est pas nouveau. Bon, cela étant dit, je pense que ce qui est survenu, et la conférence précédente a dit que comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les électeurs nous traitent avec respect lorsqu'on ne traite pas ses adversaires avec respect. Moi, j'entends des gens dont je suis amie, avec lesquels j'ai siégé à l'Assemblée législative de l'Ontario, et je vois certains des mots qu'ils prononcent. Bon, peut-être que je ferais la même chose, j'étais là, mais je suis vraiment dégoûtée. J'aime la politique, mais je vois trop de gens dire des choses qui m'horripilent. Alors, je m'imagine bien ce que pensent les électeurs. Bon, c'est la faute non seulement des dirigeants politiques, mais des médias. Et je ne vois pas quelle est la solution à ce problème.
Mais si on ne peut pas se retrouver avec une culture politique presque dysfonctionnelle, comme celle qu'on voit aux États-Unis à l'heure actuelle, il faut prendre du recul et commencer à réfléchir à l'autre personne et à la concevoir comme une personne humaine. Ces gens-là se sont présentés pour les mêmes raisons que nous. Et moi, j'étais très partisane et bon, il ne faut pas se laisser dire que les femmes sont plus gentilles en politique. Moi, j'ai vu des femmes pourfendre des hommes dans un contexte politique. Bon, il n'y a pas de problème pourvu qu'on comprenne qu'il faut ensuite pouvoir travailler avec ces gens-là et les respecter suffisamment pour avoir une conversation intelligente sur la façon de régler les problèmes. Je ne sais pas comment corriger le problème, mais il faut le faire. Et peut-être que vous êtes cette génération. Elizabeth Green a une annonce qui attaque les annonces négatives. Et c'est une annonce intelligente. Elle a dit à la conférence de presse que si elle est élue, parce que c'est vrai qu'elle a besoin d'être élue, parce que sinon on va se débarrasser d'elle comme chef. Donc si elle est élue, elle veut essayer de mettre fin aux invectives. Bonne chance. Pensez-vous que nous faisions un lien entre la politique et leadership? Est-ce qu'on ne fait pas un lien entre politique et nouvelles, et c'est à notre péril? À mon avis, ce n'est pas la même chose. Patty, vous pouvez essayer de répondre à cette question. Je pense que ce qui se passe à la Chambre des communes, c'est sans doute pas très méchant par rapport à ce qui se passe dans les réunions syndicales. Eh bien, on s'amuse dans les réunions syndicales et il faut faire place au débat. Le débat et la dissension ont un rôle tout à fait essentiel à jouer dans l'évolution des organismes, dans l'évolution du pays. Il y a 50 ans, qui aurait cru que le mariage entre personnes du même sexe serait permis, et qui l'aurait cru il y a 15 ans même. Alors, moi, je ne pense pas qu'on devrait permettre des attaques personnelles. Et j'ai pourtant vu des gens s'en prendre aux hommes et aux femmes politiques, aux chefs politiques. Et comme vous l'avez dit, ce ne sont pas les gens qui sont en cause, mais les idées. Et aux réunions auxquelles je participe, nous essayons vraiment de maintenir un certain décorum et de permettre un débat respectueux. Parfois, les gens n'y parviennent pas. Et quand ils ne peuvent pas, moi, habituellement, j'essaie de leur parler après la réunion. Moi, je ne m'oppose pas à ce que les gens soient en colère ou que les gens ne m'aiment pas ou n'aiment pas le mouvement syndical. Bon, je suis prêt à discuter de tout cela, mais de façon civilisée. Et je pense que notre maire nous a certainement dit, bon, ne faites pas ça, ne vous abaissez pas à son niveau. Jean, vous avez fait partie d'un gouvernement majoritaire. Le gouvernement actuel est minoritaire. Donc, on dit que le climat est d'autant plus méchant que l'on craint que le gouvernement soit défait. Bon, il y avait des problèmes lorsque vous faisiez partie du gouvernement, mais il semblerait que le problème se soit aggravé. Bon, je suis vraiment sidérée lorsque j'entends ce qui est dit sur la colline. Et si Sheila, Marlene et d'autres qui siègent au Parlement bien avant moi pouvaient le faire, elles pourraient vous raconter
d'une époque où il existait une certaine collégialité. Il était possible d'avoir un café ensemble, il était possible après une réunion de comité pour tous les membres du comité de se réunir. Je pense que ce n'est plus le cas. Je pense qu'il existe beaucoup de manifestations du parti pris et j'ai l'impression que c'est attribuable à des décisions qui sont prises non pas dans le cadre de certains processus législatifs, mais par l'entremise de certains mandats, par des décisions qui sont prises. Les parlementaires ne semblent pas avoir un mot à dire dans le processus qui est en place. Et bon, c'est une véritable source de frustration pour eux. Bon, c'est très difficile lorsque l'on se substitue à son jugement et que l'on impose sa volonté. Je pense que c'est très frustrant. Moi, lorsque j'ai été élu, bon, j'avais toutes sortes d'enjeux sur lesquels je voulais me pencher et on veut obtenir des résultats et des résultats immédiats. Mais évidemment, c'est un jeu d'équipe. Et ce qui est bon pour le Nord n'est pas bon pour le Sud, et ce qui est bon pour l'Est n'est pas bon pour l'Ouest. Et bon, parfois, il y a quelque chose qui en ressort, mais pas exactement ce qu'on attendait. Alors, c'est très frustrant de voir comment ça se passe à l'heure actuelle sur la colline. Donc, la réponse, c'est un gouvernement Harper majoritaire. Bon, je n'allais pas faire de parti pris, mais il va falloir que je réplique si c'est ce que vous nous proposez. Bon, avant d'ouvrir la période des questions, moi, j'ai écrit un reportage mardi, la Journée internationale de la femme. J'ai dit que compte tenu des scandales qui existent sur la colline, Jason Kenney se défendait après la période des questions et Bev Oda, depuis 2 semaines, se cache derrière le premier ministre, Ron Ambrose, qui la cache avec sa chevelure. Bon, je pense que sur la colline, il y a 2 poids, 2 mesures et je pense que ça s'est manifesté de cette façon. Bon, c'est vrai qu'on va s'en prendre à moi pour avoir écrit cela, mais ça existe toujours. Question. Bonjour. Claudette Commanda, Première Nation algonquine et directrice générale de la de la Confédération des centres d'éducation de la Première Nation. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos connaissances et de vos expériences. Ma question s'adresse à Mary Wilson. Mary, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un bref aperçu du mandat de la Commission de la vérité et de la réconciliation du Canada. C'était nécessaire et je suis sûre que nous avons tous été très heureux d'entendre ces explications. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens peuvent faire pour appuyer le travail de la Commission de la vérité et de la réconciliation au Canada et de favoriser la réconciliation? Je vous remercie de cette question. En fait, c'est la question que nous nous posons chaque jour lorsque nous faisons notre travail. Qu'est-ce que signifie la réconciliation? C'est une question généreuse ainsi qu'une question qui est à double sens parce que les gens parfois posent la question et espèrent que la réponse ne s'applique pas à eux. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas
certains mal avec certains mots. Et moi, le mot réconciliation me posait problème. J'oublie une lettre et cela montre parce qu'on pense que ça vise tous les autres, alors que ça commence par soi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et pour bien des gens, surtout dans la collectivité autochtone, qui pensent que les autres Canadiens doivent se réconcilier avec eux, eh bien, pour bien des gens, c'est au sein de leur propre famille, parce qu'en raison de l'expérience des pensionnats, les gens n'ont pas pu s'occuper d'eux-mêmes ou n'ont pas pu s'occuper de leur famille. Et souvent, des petits-enfants ne savent pas du tout ce qu'il en est au sujet des pensionnats autochtones. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses sont comme elles sont ou ont été comme elles étaient. Alors, il s'agit de mettre l'accent sur la sensibilisation et la réconciliation. Ça peut aussi vouloir dire que les collèges et les universités et le système d'éducation reconnaissent l'importance de cet aspect-là de notre histoire. Alors, où est le programme qui fera en sorte qu'il n'y aura pas un groupe de gens qui penseront que leur culture ne vaut rien et que d'autres pensent que leur culture est supérieure? Et pourquoi pensons-nous qu'il y a deux peuples fondateurs lorsque on nous a dit qu'il y en avait trois? Moi, la dernière fois que j'étais ici, c'était au moment de du repatriement de la Constitution. Ça a été très difficile d'obtenir que les droits autochtones soient inclus dans la Constitution. Et ce sont les dirigeants autochtones qui l'ont obtenu. Cela définit notre pays dans le monde. Nous devrions en être fiers. Quelle forme prendrait la réconciliation au plan économique? Et lorsque je parle de valeurs communes, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez au sujet de la diversité. Et moi, je pense qu'on peut débattre de la raison d'être des choses, mais pourquoi débattons-nous toujours de la raison sous-jacente aux choses? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que la pauvreté est acceptable dans ce pays? Non, j'en suis convaincu. Donc, la réconciliation peut prendre cette forme. Pourquoi y a-t-il des éclosions de tuberculose au Canada alors qu'on en parle seulement au sujet des pays en développement? Pourquoi ne pas lutter contre les grands problèmes qui se posent? Pourquoi ne pas faire appel à la générosité des Canadiens pour aider les Autochtones alors qu'on aide les Haïtiens, par exemple? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer notre apprentissage et nous demander qu'est-ce que ça signifie pour ma vie à moi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi en ce qui touche mes relations? Et est-ce que cela va m'amener à mieux comprendre la situation des personnes qui vivent dans la rue? Est-ce que ça va amener les forces policières à intervenir rapidement pour empêcher que des femmes, et surtout des femmes autochtones, sont assassinées et disparaissent? Ce matin, on a parlé du thème de la réconciliation. Je sais qu'on voulait faire une sorte de blague politique, mais moi, je n'aime pas que ce soit une blague politique. Ça devrait être une source d'inspiration pour nous tous, parce que le Canada, dans son ensemble, a fait preuve de courage en créant la Commission de la vérité et de la réconciliation. Le leadership s'exerce dans toutes les institutions publiques, et plus ces institutions reflèteront l'ensemble du pays et tous les peuples fondateurs du pays, plus cela nous permettra d'établir des relations respectueuses entre nous.
Et cela nous permettra aussi d'éliminer ce vide qui existe à l'heure actuelle. Je vous remercie, Mary. Une question à l'arrière. Vicky Smallman. Moi, je m'intéresse à la question du fait qu'il nous faut agir dans un milieu dominé par les hommes alors que nous n'avons pas la masse critique nécessaire. Je pense que la tentation dans ce genre de contexte, c'est de travailler plus fort, de faire des heures plus longues, d'accepter des responsabilités supplémentaires. Alors, si on ne fraternise pas avec les hommes, on fait davantage que ce qu'on devrait faire. On essaie d'être plus efficace. On veut prouver que on a de la valeur. Alors moi, c'est vraiment possible de se lancer en politique et compte tenu des frontières que nous devons installer pour nous protéger et pour nous permettre de concrétiser la vision dont parlait Mary. Janet? Bon, très bonne question. Bon, on n'a pas besoin d'une masse critique. Bon, c'est important, ça peut exercer une influence, mais on peut influer sur le processus, même si on est seul, même si on n'est que quelques-unes. C'est pas une question de sexe. Parce que si on perçoit les choses de cette façon, on ne va pas pouvoir exercer une influence. Allez prendre un verre avec les gars de votre milieu. Parce que toute entreprise, tout parti politique a sa propre culture. Les femmes s'adaptent facilement aux diverses cultures. Alors, allez prendre un verre avec les gars, achetez-leur un verre de temps à autre pour établir ce genre de lien qui vous permet d'exercer une influence dans votre milieu. Je pense que c'est très important. Et ça me rappelle ceci, pour avoir du succès. Quand on est une femme, il faut travailler 2 fois plus pour avoir du succès. Or, tous les hommes qui ont du succès travaillent très fort, comme toutes les femmes qui ont du succès. Alors, si vous voulez accomplir quelque chose, vous allez vraiment travailler très fort. Et c'est très important. Et quand on regarde les gens qui ont accompli beaucoup, c'est parce qu'ils ont travaillé fort. Les parents aussi ont trouvé le temps. Je pense que c'est une bonne question. Patty, moi je pense que c'est une question d'âge. Maintenant, c'est plus une question de sexe. Moi, je suis plus vieille que tout le monde. Maintenant, je peux leur dire quoi faire. Eh bien, moi, je pense qu'avoir une masse critique, ça changerait beaucoup les choses. J'ai travaillé comme syndicaliste alors qu'il n'y avait que quelques syndicalistes qui étaient des femmes. Et quand les femmes constituaient la majorité, ça faisait une grande différence. Je pense s'il y avait une masse critique de femmes au Canada, nous aurions peut-être une politique nationale en matière de services de garde. Bon, j'ai écouté ce qu'on nous a dit au sujet de la Norvège et je me suis dit, c'est fantastique. Bon, je ne pensais plus à une utopie, mais je me suis dit, oui, l'écart entre ces deux pays augmente. À une époque, nous étions beaucoup plus près l'un de l'autre. Oui, les femmes travaillent très fort. Les femmes qui exercent des postes de chef de file, je pense qu'elles sont très dures pour elles-mêmes. Elles ont beaucoup de mal à dire non
ou à déléguer certaines tâches à d'autres ou à faire confiance à d'autres. Moi, si je confie cela à Joséphine ou à Joe, je dois leur faire confiance. Et moi, je pense que c'est quelque chose que nous avons appris. Moi, je vais avoir 50 ans cette année. Alors, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais toute petite. Alors, moi, je pense qu'on doit soutenir les jeunes femmes. On doit leur dire qu'elles peuvent dire non, qu'elles peuvent dire je dois m'occuper d'un enfant, je dois aller chercher mon enfant à l'école, je dois participer à la réunion parents-élèves, parce que il nous faut nous permettre d'avoir une vie personnelle. Alors oui, je pense qu'une masse critique, c'est utile. J'aimerais voir une masse critique sur la colline. J'aimerais voir une masse critique dans toutes les assemblées législatives. Et je crois qu'avec une salle remplie de femmes comme aujourd'hui, c'est un objectif réalisable. Jean, moi, je voudrais voir une masse critique sur la colline, mais je ne pense pas qu'une masse critique appartenant à une certaine idéologie nous permettrait d'obtenir certains résultats au Canada. Bon, je pense qu'il faut faire front commun sur certains enjeux, parce qu'il y a certains enjeux qui doivent être perçus de façon collective. Et il faut trouver ce consensus. Moi, j'ai déjà vu des salles où les femmes ne s'entendaient pas toujours sur les enjeux. On n'a qu'à lire ce que certaines femmes disent au sujet de la Journée internationale des femmes. Il y a des femmes qui ne comprennent pas le sens de cette journée. Et il y a aussi des femmes qui devraient aider la cause des femmes et qui parfois ne le font pas. Il y a des femmes qui pensent que si elles sont parvenues là où elles sont, d'autres devraient pouvoir le faire. Bon, la masse critique, c'est important. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, mais ce qui est encore plus important que la masse critique, c'est que les femmes doivent se traiter avec respect. Et je crois que certaines des critiques les plus acerbes que j'ai jamais vues provenaient de femmes qui parlaient d'autres femmes, qui appartenaient à d'autres allégeances politiques. Alors, moi, je dis qu'à titre de femme, nous devons aussi nous interroger sur nous-mêmes. La masse critique, c'est important, mais nous voulons que les hommes traitent les femmes élues avec succès, et ça comprend Sarah Palin, mais nous devons aussi traiter avec respect d'autres femmes politiques, que nous soyons d'accord avec elles ou non. Galikasa de Millard Bay. Mon père vient de Squirrel Cove. Je suis ici, mais je vis à Vancouver. En fait, je ne connais pas beaucoup le dossier, alors ma question va être assez simple. Qui vous a inspiré et qui vous a poussé à vous lancer dans la vie politique? Combien de temps avez-vous mis à le faire? Quelles études doit-on faire pour comprendre la politique et quelles mesures avez-vous dû prendre? Moi, j'ai 25 ans. J'ai commencé à participer aux activités de ma collectivité à 14 ans et depuis lors, je siège à de nombreux conseils d'administration. J'ai appris comment me faire entendre dès ma jeunesse et c'est comme ça que j'ai obtenu certains changements pour ma collectivité à Vancouver. Donc,
C'est ce que j'ai fait pendant un quart de siècle. J'aimerais savoir ce que je peux faire parce que j'aimerais apporter des changements pour les miens, des changements positifs. Bravo. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Jean et moi pouvons vous trouver une circonscription très rapidement. Tout d'abord, il n'y a pas d'âge magique. Certains sont élus dans la vingtaine, d'autres dans les 70 ans. Ce qu'il faut faire, c'est d'acquérir une expérience de vie et de travail avant d'entrer en politique, pour 3 raisons. D'abord, il faut se doter d'un réseau parce que contacter tous les amis que vous avez déjà eus, vos collègues de travail, alors vous leur dites de devenir membre, de vous financer. Deuxièmement, il faut acquérir des qualifications, gérer certaines choses, acquérir des capacités, des qualifications. Ça vous aidera beaucoup une fois que vous serez élu. Troisièmement, pourquoi vous avez besoin d'une expérience de vie et une expérience professionnelle? C'est que c'est une profession très risquée. Je pense que Marie a parlé de valeurs. Vous devez savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous allume. Et vous devez savoir que le matin, c'est vous qui vous regardez dans le miroir. Et vous pouvez faire face à qui vous êtes chaque matin. Et il faut avoir vécu un peu pour trouver qui on est et ce qu'on cherche et ce qui nous motive. Ça peut arriver dans la vingtaine ou à 80 ans. Mais quand ça arrive, allez-y, lancez-vous. Avez-vous des conseils? Je pense qu'elle est bien lancée. Elle a établi un réseau, elle a fait du bénévolat, elle est active. Je pense que ce sont les conditions de base. Mais on peut commencer de différentes façons. Je vous dirais, continuez comme vous avez commencé. Je pense que poursuivez, vous allez finir par trouver une circonscription. Je viens de la Colombie-Britannique. Enfin, vous devriez savoir qu'il y a une école de campagne non partisane pour les candidats ou qui décident de se présenter comme conseiller municipal. Et pour l'Assemblée législative en Colombie-Britannique, c'est une excellente école. Ça se trouve à l'université Simon Fraser. Les cours sont donnés en été. Ça se donne aux 2 ans ou aux 3 ans. Vous pouvez contacter la Fédération du travail de la Colombie-Britannique. Je pense qu'ils ont de nombreux parrains. C'est une école politique. Si vous êtes membre d'un syndicat ou au Congrès du travail du Canada, ils ont une formation en leadership et des cours, des ateliers qui sont très bien conçus. Brièvement, je n'ai jamais été élu, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai passé de nombreuses... J'ai pensé au rôle de la presse libre et je pense que quiconque se présente pour devenir occuper un poste doit comprendre l'importance de la façon dont fonctionnent les médias. Alors qu'avez-vous à offrir? Parce que je pense que si les médias sont perçus comme un ennemi, ça ne vous aide pas. Si c'est perçu comme le prolongement de votre voix sans compromettre les médias, alors c'est bon pour tous et c'est bon pour le service public que vous voulez fournir. Il nous reste 15 minutes. Eh bien, monsieur là, je vois qu'il voudrait poser une question. Je m'appelle Glenn, je vis à Montréal. D'abord, j'aimerais parler de ce qui m'a amené ici et
Je suis un nouveau partisan de à voix égales. J'ai vu la période des questions pour la première fois à l'automne et c'est seulement en regardant ce que faisaient nos représentants et ce n'était que des hommes chauves et aux cheveux gris. Et je me suis dit que ça ne représentait pas du tout le Canada, ça ne représente pas notre composition démographique. Les femmes n'étaient pas représentées. Et quand on voit ces petites émissions de 5 secondes à la télévision et qu'on voit qui nous représente, on pense qu'il y a des lacunes. C'est seulement quand j'ai pu constater visuellement que je me suis dit que effectivement, il n'y avait pas d'égalité dans la représentation. Pour ce qui est du ton en politique, une motion était présentée sur la façon de changer la période des questions et on avait utilisé un slogan où on disait « rough but not tough », c'est-à-dire des échanges solides mais sans dureté. La question que j'ai à poser est la suivante. Au sujet du respect, si on ne respecte pas les politiciens, quand on effectue des sondages auprès des Canadiens et qu'on leur demande pour qui avez-vous du respect, les médecins, etc., les politiciens se trouvent en bas de la ligne. Alors, si on veut inspirer les jeunes à entrer en politique, il faut qu'il y ait respect. Alors, quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour ajouter au respect? Je pense que notre collègue aimerait parler de la situation des médecins. La première chose que je dirais, c'est que quand on décide de se présenter en politique, on n'est peut-être pas en mesure de changer le système dans lequel on se trouve, mais on peut quand même être différent. On peut être le politicien qui, en fait, fait ce qu'il annonce qu'il va faire. Le politicien qui n'a pas peur de s'asseoir avec les gens qui ont des opinions contraires. S'asseoir avec des politiciens de différentes opinions politiques. Et ça prend du courage. Si un nombre suffisant prend cet engagement de changer l'attitude, nous allons faire ce qu'on veut que les politiciens fassent. Ça pourrait faire une très grande différence. Je m'appelle Rachel Venn. Je suis de l'Alberta. Je représente une organisation qui compte 14 chapitres en Alberta pour les femmes autochtones. J'aimerais poser une question parce que on a parlé des vues dissidents entre des groupes féminins et nous estimons qu'il est nécessaire de se rassembler à des fins de consultation. Ici, on en a un bon exemple pour partager les expériences des communautés autochtones, pour en parler avec les communautés qui ne sont pas au courant et pour ceux qui veulent entrer en politique. Voici ma question. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous obtenez les opinions des femmes des communautés autochtones? Que faites-vous maintenant et que pourriez-vous faire pour recueillir l'opinion des femmes des communautés autochtones? J'ai laissé une réunion de notre comité pour venir ici siéger à ce panel. Donc, actuellement, je rencontre des membres de communautés autochtones de tout le Canada en préparation de notre prochaine conférence nationale à Yellowknife. Nous avons un cercle de peuples autochtones qui compte des représentants de tout le Canada qui siègent le syndicat de façon continue sur les différentes politiques. Et nous avons une structure des droits de la personne qui nous présente ses vues, son information sur les questions des droits de la personne.
Nous consultons, nous essayons de consulter, bien sûr, mais très souvent, nous consultons nos membres à la sauvette. Mais de temps à autre, quand nous communiquons avec nos membres pour nous assurer que les décisions que nous prenons, si elles concernent tout particulièrement les membres de nos communautés autochtones, si c'est une question plus vaste de droits de la personne, nous nous assurons de les consulter. Bon exemple du travail que nous faisons, par exemple, le comité du Sénat avait ses audiences sur le C3. Sharon a comparu sur la question de la discrimination fondée sur le sexe. Pour ce qui est de la loi sur les Indiens, une vingtaine de membres de notre cercle autochtone s'est rendu pour nous assurer qu'ils comprennent comment fonctionnait le processus gouvernemental et pour donner notre appui à Sean McIver pour que la discrimination disparaisse de la loi sur les Indiens. Jean, comment vous assurez-vous qu'on tienne compte de ces questions dans votre organisation? Réponse. Dans toute discussion politique, il est important pour nous d'inclure la diversité, de reconnaître l'histoire de notre pays et de reconnaître les responsabilités que nous avons en tant que leader politique, en tant que décideur politique, d'inclure toutes ces questions qui préoccupent non seulement les communautés autochtones. Bien sûr, il y a des programmes, des tribunes où l'on traite ces questions, mais il faut que ces questions soient toujours considérées dans tout processus décisionnel, dans tous les aspects de la vie de la société. Parce que écarter tout un pan de la société, un important pan de la société, ce ne correspond pas à nos valeurs et ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du Canada qu'on veut. Pour ceux qui veulent se présenter, les politiciens qui réussissent le mieux, que je connais, ont si on peut dire, des cabinets de cuisine. Ils ont un personnel de soutien, par exemple, des groupes que je consultais quand il y a des difficultés. Ce sont vos amis, il faut bien les choisir. Par exemple, quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec vous, et c'était bien, parce que c'est quelqu'un qui vous renforce, avoir un éventail d'idées différentes. Il faut que vous ayez des gens qui, par exemple, si vous allez à un débat de tous les partis, vous devez pouvoir compter sur des gens que vous pouvez appeler, qui vont vous donner un résumé très bref sur la situation. Ça peut être un chef autochtone, ça peut être un banquier de Bay Street, ça peut être un travailleur de la santé, mais il faut que vous puissiez compter sur des gens vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir des conseils rapidement, un résumé rapide de ce qui se passe dans leur secteur. Ce que je tiens à souligner au sujet du cabinet de cuisine, je pense à des gens qui ne travaillent pas nécessairement en politique, qui surveillent ce que vous faites et qui vous diront la vérité, qui seront authentiques et francs, peu importe les conditions dans lesquelles vous avez des décisions à prendre. Il nous reste 1 minute. Je réfléchis à tout ce que vous avez dit, à ce qu'on a dit ce matin. Je réfléchis au conseil que vous avez donné, la question du contrôle sur sa vie, pour pouvoir relever des défis. Et je pense à des questions qui ont été posées ce matin, à savoir, est-ce que les femmes sont destinées à échouer ou est-ce que ça dépend de choses qui échappent à votre contrôle?
Vous avez parlé souvent de l'expérience personnelle. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, s'il y a une chose que vous avez faite et qui, à votre avis, a été une véritable opportunité, ou est-ce que vous avez pu compter particulièrement sur quelqu'un à un moment pour avancer? Quelles sont les chances de voir un jour un caucus de femmes multipartites à la Chambre? Je pense qu'à la Chambre des communes, c'est peu probable. Avant longtemps, je pourrais nommer des centaines d'occasions où des gens m'ont aidé dans ma vie politique. Ce serait trop long à énumérer. Donc, le réseau est très important pour pouvoir compter sur tous ceux qui peuvent vous aider. C'est vraiment très important. Et l'autre point, j'oublie, c'est ce qui arrive quand on prend de l'âge. Ma mère travaillait. Quand j'étais enfant, j'étais la seule à avoir une mère qui travaillait. Elle a travaillé très fort et elle me poussait. Elle me disait que je pouvais faire tout ce que je voulais, aller où je voulais. Et il n'y avait pas d'obstacle. Si je lui disais que j'avais peur de faire quelque chose, je me souviens m'être trouvée au Mexique. Et la veille de mon départ, elle m'a dit « Tu n'as pas à avoir peur ». Elle m'a enseigné ses leçons et à 80 ans, c'est une femme non traditionnelle et elle se porte encore très bien. Je pense à ma mère et à mon père aussi. Quelqu'un disait ce matin que ses parents n'étaient pas riches, étaient assez pauvres en fait, mais qui disait que peu importe ce que tu as, tu peux toujours partager. J'ai appris cette valeur de... J'ai 3 frères, j'étais la seule fille. Et on aurait pu penser que j'allais être plus attachée à la maison, mais je n'ai subi aucune pression. Donc, par exemple, j'ai travaillé en Afrique pendant 2 ans, au début de la vingtaine. Ça ne peut paraître ne pas être une grosse affaire, mais avant de se permettre de faire un appel interurbain, il n'y avait pas, à cette époque, il n'y avait pas de fax ni de téléx. Et je n'ai pas pu entendre la voix de ma famille pendant 2 ans. Et moi, je me dis aujourd'hui, mes enfants, il ne faudrait jamais qu'ils me fassent ça aujourd'hui. Mais ma famille m'a vraiment respectée. J'ai appris de ma mère à avoir confiance en moi et à donner aussi des valeurs à mes enfants. Et c'est ce que j'essaie de faire. Dernière question. Ensuite, il faudra conclure. Je m'appelle Megan Cover. Dans le travail que je fais au gouvernement, quand vous avez de jeunes femmes qui essaient d'évoluer, elles se demandent quel genre de leader je veux être et quel genre de leadership je veux utiliser. Donc, traditionnellement, quand on regarde ce qui se fait dans le monde des affaires, on voit que c'est le style dominant de leadership qui l'emporte. Parfois, ça fait appel à l'agressivité. Et on voit que les hommes, de façon générale, excellent dans ce genre d'approche, alors que les femmes hésitent. Et si elles le font, on le leur reproche. Pour assurer la meilleure efficacité, je pense qu'il faut en arriver à un équilibre entre ces 2 styles. Que suggéreriez-vous aux jeunes qui essaient de définir leur style de leadership? Que faut-il viser?
Aussi, compte tenu du système dans lequel on travaille, si on fait face à un leader très agressif, comment faire accepter d'autres styles de leadership? Une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un style adaptable. D'abord, il faut traiter les autres avec respect. Il faut savoir où on s'en va et il faut être prêt à travailler fort pour y arriver. Il faut avoir différents types de leadership. Il y a le leadership qui vient de côté, qui vient d'en haut. Il faut pouvoir influencer les gens à partir de tous ces angles. Autre chose, au sujet des différents types de leadership, nous sommes rarement en mesure d'avoir tellement de pouvoir où l'on peut vraiment en imposer aux autres pour qu'ils nous suivent. Il faut qu'il y ait respect, il faut pouvoir motiver les gens à vous suivre, quelle que soit la cause. Donc, je parlerai de respect et de motivation et avoir un style qui s'adapte. Où que vous soyez dans la hiérarchie, je pense que ce serait très important. Au début, vous avez dit que ce style était dominant et le plus efficace. Et je dirais que ce n'est pas nécessairement le cas. Je pense qu'il faut trouver d'autres modèles auxquels se comparer. Les peuples autochtones diraient que les modèles traditionnels sont parvenus à survivre pendant très longtemps. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec notre collègue qui dit qu'il faut bien comprendre ce qu'on veut réaliser. Il faut comprendre qu'on n'atteindra des résultats que quand on parviendra à motiver les uns les autres. On ne peut pas prétendre avoir toutes les réponses. Ça prend une bonne dose d'humilité et de respect pour que tout le monde contribue et ainsi les résultats seront meilleurs. C'est ainsi plus satisfaisant. Je vous le dis parce que dans mon rôle de leadership à CBC et au gouvernement territorial, c'est que des femmes m'ont dit, vous avez cru en moi plus que je croyais en moi-même. Vous avez vu mon potentiel. Je pense que ce genre de relations font que les choses s'améliorent, peuvent s'améliorer. Après cela, il faudra conclure. Donc, il faut faire le travail, il faut pouvoir s'adapter. J'adore regarder les autres présider des réunions et travailler comme modérateur parce que chacun a son style et je trouve que chaque fois que je vais à une réunion avec un nouveau leader, j'apprends. N'hésitez pas à poser des questions pour savoir pourquoi certains ont fait certaines choses à certains moments au cours de la réunion ou pourquoi vous travaillez de cette façon stratégique pour atteindre vos résultats. En tant que femme qui a pu compter sur des femmes, j'essaie de m'assurer de tendre la main à d'autres femmes dans le mouvement syndical pour m'assurer qu'elles aient des occasions de faire leur travail et de prendre des postes de leadership. Il faut développer le leadership des femmes, non pas simplement dans le mouvement syndical, mais dans toutes les structures politiques. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous avons eu un très bon échange. Merci d'être venu, Madame Augustine, Madame Ducharme, Madame Ecker, Madame Wilson et Madame Gallo.